Bonjour mesdames et messieurs et rebonjour à ceux qui ont déjà participé à l'atelier précédent sur le photovoltaïque. Nous allons à présent nous intéresser à l'éolien, en particulier au démantèlement et au recyclage des machines, qui donnent lieu sur les réseaux sociaux et sur les médias en général à pas mal de fantasmes ou de contre-vérités. On a souvent entendu dire que les éoliennes seraient une catastrophe environnementale, notamment. Est-ce que c'est une réalité? C'est ce que nous allons découvrir au cours de l'heure à venir. Mais pour mieux vous connaître, vous qui nous regardez, je vais à nouveau lancer un petit sondage pour savoir qui vous êtes, dans quel secteur d'activité vous travaillez. Un sondage qui devrait s'afficher sur votre écran. Si vous êtes en mode plein écran, il faut en sortir pour voir la question s'afficher. Vous pouvez y répondre et on en reparlera après la présentation des modératrices, puisque nous avons deux modératrices qui nous accompagnent. Cet atelier est en effet organisé en partenariat avec le CEMATER, le réseau des entreprises des secteurs des énergies renouvelables et de la construction durable en région Occitanie. Et nous avons deux de ces représentantes qui modèrent les questions, c'est-à-dire qui les sélectionnent et qui les poseront tout à l'heure à nos intervenants. Nous avons donc Venita Martino, qui est vice-présidente du CEMATER. Bonjour. Et à ses côtés, Roxane Ternaud-Dufresne, qui est chargée de mission de ce même CEMATER et qui l'assiste dans sa tâche. Merci mesdames, à tout à l'heure. Nous allons maintenant voir le résultat du sondage. Alors, pour ceux qui nous regardent, vous êtes dans quel secteur d'activité? Est-ce qu'on pourrait avoir le sondage à l'écran? Je ne sais pas si c'est le cas. Le voilà. Donc, qu'est-ce qu'on y apprend? Il faut que vous êtes pour 40% dans le développement de projets éoliens ou d'énergie renouvelable. Pour 16% d'entre vous, ce n'est pas défini. Pour 15% d'entre vous, vous êtes étudiants ou en formation professionnelle. 12,2% sont actifs dans des bureaux d'études. Et 7% à égalité, agences de l'État et représentants des collectivités. Merci d'avoir répondu. On a aussi 1,4% qui sont actifs dans le génie civil et à peu près autant de pourcentage dans l'industrie du recyclage. Donc, merci d'avoir participé à ce petit sondage. Je vais pouvoir maintenant vous présenter nos intervenants qui vont justement nous faire entrer dans le vif du sujet et puis surtout nous raconter quelles sont leurs pratiques et qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Nous avons avec nous ce matin Erwan Sofgrin, qui est directeur des opérations de Total Énergie Renouvelable France. Bonjour Erwan. Bonjour. Nous avions aussi Damien Bouly, qui est chef de projet de Boralex, donc un autre développeur de projets éoliens. Bonjour Damien. Bonjour. Nous avons Sébastien Duchesne, qui est directeur général de MyWindParts, qui fait métier de commercialiser des pièces détachées d'éoliennes. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Et enfin, Ronan Germer, qui est responsable activité démantèlement éolien du groupe Suez. Bonjour à tous. Bonjour Ronan. Nous allons commencer par vous, Erwan Sofgrin, donc pour Total Énergie Renouvelable. On vous a invité pour évoquer le parc, le démantèlement et le renouvellement du parc de Lastours dans l'Aude. On aurait aimé savoir depuis quand il était en service et combien il comportait d'éoliennes, en fait, avoir quelques caractéristiques de ce parc. Et on a pour ça aussi, pour avoir un visuel, un PDF qui nous permettra de voir le parc en question. Je vous laisse nous présenter les principales caractéristiques du parc. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc ce parc de Lastours, il a été construit en avril 2020. Donc il fait vraiment partie des premiers parcs éoliens qui ont été construits en France. Et il était donc constitué de 3 éoliennes de 600 kW. Donc c'était des éoliennes Nordex, des N43. Donc évidemment, on parle là d'un petit parc,
quand on regarde les chiffres par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui, on est évidemment dans des générations d'éoliennes qui sont beaucoup plus anciennes. Et donc, c'était un parc de 3 éoliennes qui, au final, faisaient 1,8 mégawatts. Oui, ce qui est aujourd'hui la puissance d'une seule éolienne, voire même pas. Oui, voire moins. D'une demi-éolienne actuelle. Exactement. Alors, peut-être qu'on peut afficher le visuel, voilà, pour illustrer un petit peu le chantier de repowering. Donc, ce chantier de repowering, il a été mené en 2018. Il a duré un peu moins d'1 an. Et la mise en service des nouvelles machines a été réalisée en octobre 2018. Voilà. Donc ce chantier a été réalisé dans la continuité. Hein, les machines ont été arrêtées, puis le chantier a eu lieu et les nouvelles machines ont été redémarrées le plus rapidement possible, évidemment. Donc, on verra tout à l'heure les détails du chantier, ce que vous avez fait surtout des anciennes machines. Quelle est la puissance du nouveau parc ? Alors, le nouveau parc, il est également constitué de 3 éoliennes. Ce sont 3 éoliennes Enercon de 900 kW. Donc là aussi, on ne parle pas de très grosse puissance. En revanche, l'augmentation est quand même significative puisqu'on a augmenté de 50% la puissance du parc. Donc le nouveau parc fait aujourd'hui 2,7 mégawatts. Et les machines ont été construites exactement aux mêmes emplacements que les précédentes. Alors, on est passé de 1,8 pour l'ensemble du parc à 2,7 MW. 2,7. Pourquoi ne pas avoir construit des… Pareil, hein, je rappelle, 2,7 MW, c'est à peine une éolienne aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas avoir profité de ce renouvellement pour construire des éoliennes plus puissantes ? Alors, en fait, sur ce projet de renouvellement et de démantèlement puis de renouvellement, on avait plusieurs enjeux limitatifs qui nous ont conduits à faire ce choix de repowering. Tout d'abord, on avait une contrainte environnementale puisqu'on est en bordure d'un couloir de migration. Et on avait donc des contraintes environnementales. Et la deuxième contrainte, c'est une contrainte de plafond de radar de l'armée, qui fait que on ne pouvait pas augmenter la hauteur des éoliennes. Donc finalement, on est reparti sur des éoliennes qui faisaient à peu près la même taille, à quelques centimètres ou mètres près. Donc on est parti sur des éoliennes de même dimension. De façon rapide, c'est facile de trouver des éoliennes petites aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'il y a quelques années. La course à la taille fait que les principaux fabricants d'éoliennes arrêtent de mettre sur le marché des éoliennes de petite taille. En revanche, il y a quelques fabricants de niche qui se positionnent aujourd'hui, et je pense que pour le marché français, c'est quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup. Je Alors, rappelle… Je termine. Un autre intérêt d'utiliser des machines de même taille, c'était la rapidité du développement, puisque c'est quand on part sur un remplacement à l'identique, les contraintes de développement sont relativement allégées. Vous parlez des contraintes administratives, c'est ça ? Oui, tout à fait. En effet, on pourra aussi en dire 2 mots peut-être avec vous, Damien Bouly. Je voulais justement vous donner la parole pour présenter un autre projet éolien qui est celui de Champlonge, qui est situé en Ardèche, à Saint-Étienne-de-Lugdarès. Là aussi, je voudrais vous demander de nous donner les principales caractéristiques des machines, enfin du chantier, on va dire, de renouvellement. Et nous avons également un PDF qu'on pourra projeter tout à l'heure pour voir le parc dont on parle.
Damien Bouli, donc les caractéristiques du parc en question, du projet. Très bien. Merci pour l'accueil, pour l'invitation également. Donc, c'est vrai que le renouvellement du parc éolien de Challonges, alors déjà, c'était le premier renouvellement de parc pour Boralex. Et pour le coup, c'est le plus important aujourd'hui de la filière, en tout cas à date. Il a été mis en service en décembre 2020 pour le parc le plus haut en altitude, également en France, ce qui peut expliquer certains choix qui ont été faits. Et en effet, le parc de Challonges, c'est 14 éoliennes, dont 12 ont été renouvelées. C'était un parc qui avait été mis en service en 2005. Donc 2 sont restés sur place, c'est ça? Tout à fait. C'était un parc qui avait été, les 2 éoliennes supplémentaires, date elles sont plus récentes. D'accord. Donc seulement 12 des 14 éoliennes qui ont été renouvelées. C'était des machines d'1,5 MW qui faisaient 100 mètres de hauteur totale. Et on les a renouvelées pour des éoliennes qui ont une puissance double de 3 MW avec une hauteur de 120 mètres de hauteur totale cette fois-ci, avec beaucoup d'améliorations sur les éoliennes qui ont été construites actuellement, puisqu'on peut gagner en productivité, mais on peut aussi gagner en performance acoustique, gagner en termes de technologie, de robustesse. Donc, beaucoup d'améliorations, en tout cas, sur le parc qui vient d'être mis en service et que nous allons inaugurer dans quelques semaines. Donc, on est passé d'une capacité totale, si je ne m'abuse, de 22,6 MW à aujourd'hui près de 40 MW, c'est ça? Tout à fait, sur les 14 éoliennes. Donc, on a effectivement une augmentation significative pour un même nombre de machines. Est-ce que ça veut dire que vous avez dû mener une démarche administrative plus conséquente que pour le cas précédent du parc de l'Astour, par exemple? Alors, je ne connais pas la démarche administrative du parc de l'Astour. Non, mais a priori, c'était la même, si je ne m'abuse, Erwan, vous me corrigez, mais c'était à peu près la même taille de machine. Oui, c'est ça, exactement la même taille. En tout cas, d'un point de vue administratif, en effet, il ne s'agissait pas de refaire une nouvelle demande d'autorisation environnementale pour ce renouvellement-là, mais c'était un porté à connaissance avec des notices d'incidence qui visaient à justifier que le nouveau parc ne générera pas plus d'impact sur l'environnement que le parc historique. Donc c'était une procédure en effet allégée, mais avec différentes études d'incidence paysagère, naturaliste, acoustique et autres. Ça veut dire que vous avez mis combien de temps à développer celui-là par rapport au précédent? Alors actuellement, il faut 8 ans en moyenne, je dirais, pour un nouveau parc. Pour celui-ci, on a mis moins de 5 ans, en effet. Quand même, d'accord. Donc c'est allégé, mais pas tant que ça, finalement. Merci, Damien. On reviendra vers vous tout à l'heure. Ronan Germer, donc vous êtes responsable de l'activité démantèlement éolien du groupe Suez. Vous êtes en quelque sorte la preuve vivante que le recyclage se met en place en France, le recyclage des éoliennes. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quels sont les services que vous proposez, si vous avez beaucoup de travail, s'il y a beaucoup d'éoliennes qui sont démantelées actuellement? Alors, pareillement, merci pour l'invitation. Donc, en effet, Suez se positionne sur une offre globale sur le démantèlement et la valorisation des éoliennes, donc en passant des fondations au mât, nacelle et y compris le rotor. Et l'idée, c'est d'accompagner nos clients, les gestionnaires de parcs, les fabricants, pour leur donner une solution clé en main sur ces types de chantiers-là. Donc on couvre le démontage, le tri des composants, la découpe et puis le chargement jusqu'au recyclage des différentes matières. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez rappeler la législation en France? Est-ce que les éoliennes sont contraintes, le recyclage des éoliennes est encadré? Alors, tout à fait. Il y a aujourd'hui, à partir de juillet 2022, il y a une nouvelle législation qui passe qui dit qu'il y aura au moins 90% de la masse de l'éolienne, fondation incluse, qui va devoir être recyclée, et au moins 35% sur le rotor. Donc le rotor, on parle des pales et du hub. Alors c'est le moyeu sur lequel sont raccrochées les pales.
Et ces taux vont augmenter là, 2024-2025. Ces taux sont encore plus, deviennent plus restrictifs. On passe à 55% pour le rotor, par exemple, en 2025. Donc, il y a un projet européen là, une loi qui va passer pour interdire l'enfouissement d'un point de vue européen. Donc, c'est assez. L'enfouissement des pales, c'est ça? Oui, tout à fait. On reparlera des pales plus en détail tout à l'heure. Est-ce qu'on verra un éco-organisme spécifique au recyclage des éoliennes, comme il y en a un pour les panneaux photovoltaïques avec PV cycle? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, je pense pas. En fait, la collecte est un peu plus compliquée pour une éolienne que pour des panneaux photovoltaïques ou du D3E, des équipements électroniques, électroménagers, parce qu'il y a déjà un volume qui est quand même un peu plus conséquent. L'accessibilité aussi un peu plus complexe et puis des matériaux très différents. Et puis donc je pense qu'on verra plutôt apparaître a priori une responsabilité élargie du producteur, ce qu'on appelle une REP. D'accord. Merci beaucoup. Sébastien Duchesne, j'ai présenté votre société brièvement en disant que vous étiez vendeur de pièces détachées. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu plus ce que vous faites? Il me semble que vous êtes aussi actif sur le marché de l'occasion, c'est-à-dire pour ça qu'on vous a invité. Mais effectivement, bonjour à tous, bonjour Vincent, bonjour chères modératrices de ces matières qui sont derrière. Donc effectivement, Winparts, on est une société qui a été créée en 2016 et qui fournit des pièces détachées neuves pour tout type de machines, donc composants électriques, mécaniques, hydrauliques, gros composants et puis tout ce qui a trait à la maintenance préventive. On a également une deuxième activité qui est historique, la création de Winparts, qui est la réparation de pièces détachées. Là, on parle de pièces détachées uniquement. Donc, on redonne déjà une seconde vie à toutes ces pièces avec des coûts moindres et puis des garanties associées. Maintenant, depuis ce début d'année, nous avons effectivement lancé une nouvelle activité qui s'appelle CHA, Second Activity, sur lequel on vient racheter les machines issues d'un repowering, donc d'un démantèlement, pour les revendre soit en état, soit reconditionnées, complètes ou en pièces détachées. Voilà à peu près notre positionnement sur cette nouvelle activité. Ça veut dire qu'une éolienne a non pas seulement une vie, mais a deux vies. Du coup, c'est quoi la durée de vie des machines? Alors là, je vais parler vraiment personnellement. Moi, je suis convaincu que techniquement, une éolienne qui est bien entretenue, avec des gammes de maintenance qui sont réalisées chaque année, des inspections visuelles, de la maintenance prédictive, même où on va anticiper la casse, je suis convaincu, ça reste très personnel, que ces machines peuvent aller encore jusqu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans de durée de vie. Voilà. Après, j'allais compléter. Là, on parle quand même plutôt de durée de vie finalement résiduelle, et ces calculs de durée de vie résiduelle, à mon sens, sont à être traités par les bureaux d'études, donc des gens comme DNV, UL, qui permettront de recertifier ces machines de seconde vie. Est-ce que toutes les machines qui sont en service aujourd'hui en France pourront connaître une deuxième vie, pourront être remises en état pour servir ailleurs? Alors, j'aimerais dire oui, vraiment, profondément, puisqu'on se bat pour ça au quotidien. Malheureusement, certaines technologies aujourd'hui qui ne se fabriquent plus n'intéressent pas nos clients dans le cadre d'un marché de seconde main. Je pense aux éoliennes Gemont, aux éoliennes Ecotechnia, à Furlander. Voilà, il y en a toute une série qui n'intéressent pas. Donc, celles-ci, elles seront évidemment prises en charge par notamment Ronan, qui contribue au recyclage. Maintenant, il y en a quand même beaucoup qui pourront être utilisés, et tout peut être intéressant à travailler. Voilà. Parfait. On n'arrive pas à définir le pourcentage d'éoliennes qui pourront entrer dans le marché de l'occasion. Ça dépend vraiment des contraintes
technique. Ça va dépendre. Alors, il y a un autre point que je n'ai pas souligné, mais si je m'en tiens au rapport de l'ADEME, 65% des éoliennes qui ont été implantées avant 2015 sont soumis à des contraintes lourdes et même 30% à deux contraintes lourdes. Quand je parle de contraintes lourdes, je parle des contraintes de plafond, on l'a cité précédemment, environnementales, de proximité, loi littorale. Donc ces parcs-là ne pourront pas être repowerés. Donc là, dans ce cadre-là, il faut penser extension de durée de vie. Et effectivement, via le biais de notre activité pour racheter des anciennes machines, on pourra alimenter ces parcs-là en pièces détachées, puisqu'il y a de l'obsolescence de pièces, pour continuer à exploiter ces machines. D'accord. Parfait. Je vais me tourner vers Venita pour prendre les premières questions du public sur la partie du démantèlement à proprement parler des parcs éoliens et de leur renouvellement. Venita, est-ce que sur cette partie, on a déjà des questions? Oui, j'ai une question pour Erwan Sauguin sur le renouvellement du parc de la Sour. Est-ce que les turbines qui ont été installées étaient-elles neuves ou reconditionnées? Première question. Et deuxième question, je pense, qui concerne tous les participants, c'est face à la raréfaction des matières premières, est-ce qu'il y a des actions d'anticipation qui sont menées pour pouvoir mettre de nouvelles machines en place? Alors pour la première question, donc sur le parc de la Stour, les machines qui ont été installées étaient des machines neuves. Donc c'était pas des machines d'occasion qui ont été réinstallées sur le parc. Alors pour la deuxième question, je suis pas sûr d'avoir compris le sens de la question. Je ne sais pas si nos intervenants ont mieux compris que moi. Face à la raréfaction des matières, quelles sont les mesures mises en place? Tu pourrais répéter la question, Venita, s'il te plaît? Alors la question posée était celle-là, c'est face à la raréfaction des matières premières à laquelle on assiste actuellement, y a-t-il des actions d'anticipation, de mise en place pour le renouvellement des parcs? Et puis j'ai une autre question qui vient de tomber, qui est quel est le coût réel d'un démantèlement? Voilà. Alors, qui veut répondre à la première question sur la raréfaction des matières? Moi, je pense que, par rapport à ce sujet-là de raréfaction des matières, je suis pas certain que on soit actuellement dans une phase de raréfaction des matières. Enfin, il y a des sujets sur les batteries, sur le nickel, sur des composants vraiment très particuliers. Actuellement, on subit une tension sur le marché des matières premières qui est plus une tension d'approvisionnement et de prix plus que de raréfaction. Donc après, c'est des choses qui sont vraiment regardées de très près, que l'anticipation, elle se fait justement par nos équipes de recherche et développement, par les équipes de recherche et développement des turbiniers qui vont anticiper ces raréfactions pour trouver des moyens de remplacement. Et puis on verra que pas mal de matériaux peuvent être tout de même récupérés sur ces machines. Une autre question, il y avait une autre question qui m'échappe, à laquelle on n'a pas répondu, Benita, sur le coût du démantèlement. Ça y est, ça m'est revenu. Quel est le coût du démantèlement exactement? Difficile à dire peut-être. Est-ce que Damien Bouly voulait répondre? Alors, je peux faire une réponse, en effet, mais c'est une réponse qui est difficile à porter, puisque je pense que véritablement, à chaque parc éolien, à chaque typologie de site, à chaque marque et type d'éolienne, on va avoir vraiment des coûts de démantèlement différents, en prenant en compte également la revalorisation des matériaux. Est-ce qu'on peut vendre les pièces? Est-ce qu'on peut vendre l'ensemble du parc éolien pour une seconde vie? Comment, en effet, on valorise les matériaux de fondation, le mât, etc. Donc, il n'y a pas de réponse à donner, je pense, standard. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut compléter et donner des chiffres précis, mais je pense que ça serait une erreur parce qu'à chaque site et à chaque parc, on va avoir des modèles complètement différents. Je pense que je reviens sur la précédente intervention, qu'il y a aussi des pièces ou des éoliennes qui n'intéressent plus. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une revalorisation peut-être directement des matériaux, soit pour de la fonderie, notamment pour l'acier,
soit pour d'autres types de filières. Donc, en tout cas, voilà ce que je peux dire pour moi. Tout à fait, Merci. je rebondis un peu sur ce que vous dites. C'est très variable aussi de par les hauteurs, on va dire, d'éoliennes. Entre des petites éoliennes et des plus grosses, les quantités de matière sont pas du tout les mêmes. Et aussi, comme vous l'avez dit, suivant les générations, l'offre est diamétralement différente si on arrive à revendre les pièces pour de la seconde main que si on est uniquement sur du recyclage. Donc, et l'accessibilité aussi du site change aussi pas mal la donne sur notamment tout ce qui est venu des grues, etc. Donc c'est assez difficile de donner un coût, de dire voilà un démantèlement coûte tant par éolienne, c'est difficile d'apporter une question, d'apporter un prix en fait comme ça. Merci. Benita, est-ce qu'on aurait encore une ou deux questions avant de Alors passer oui, à la suite? j'ai 2 ou 3 questions. J'ai une question d'un étudiant d'architecture qui demande si, au lieu de déconstruire, est-ce qu'on pourrait éventuellement réhabiliter une éolienne pour habiter dedans? Ensuite, j'ai une question qui concerne Erwan sur la démarche de repowering. Est-ce qu'elle a été bien perçue localement? Est-ce que la commune en a perçu l'intérêt? Alors, est-ce qu'on peut habiter dans une éolienne pour commencer? Bon, je pense que, Sébastien. Oui, alors moi j'ai été contacté à plusieurs reprises par des cabinets d'architecture où effectivement leur intérêt était de récupérer les tronçons de tours pour en créer des maisons. C'est le cas avec les conteneurs maritimes où aujourd'hui ça se fait. Donc effectivement, il y a pas mal d'architectes en tout cas qui sont intéressés, en tout cas pour les tours, pour en faire des maisons. Voilà, ça c'est un premier point. Je me permets de faire une incise. On a vu aux Pays-Bas aussi des pales d'éoliennes qui étaient recyclées en aires de jeu, sur des aires de jeu pour enfants. Donc, il y a effectivement, les architectes sont assez créatifs avec les déchets, les matériaux issus des parcs en fin de vie. L'autre question concernait Erwan, il me semble. oui, par rapport à la perception locale et l'intérêt de faire ce repowering. Donc, évidemment, nos équipes de développement et les équipes d'exploitation finalement sont toujours en contact avec les riverains tout au long de la vie du parc. Donc, ce projet de repowering, il a fait l'objet de concertations, d'explications, et donc il avait l'accord et c'est un projet qui a effectivement été bien perçu par les riverains. Un des points qui est important aussi à souligner, c'est que on est sur un endroit où il y a pas mal d'autres parcs éoliens. Et le fait de procéder à ce repowering, ça a permis d'harmoniser les marques d'éoliennes, puisque sur ce plateau, on se retrouve avec, il y avait énormément de parcs avec des Enercon, et donc le fait de mettre des Enercon, ça a permis d'harmoniser la totalité du plateau avec le même type d'éolienne. Merci Erwan, vous avez la parole, vous allez la garder, je vous poserai la question juste après. Merci Benita, nous prendrons d'autres questions tout à l'heure sur les autres sujets qui vont nous occuper dans les minutes à venir. Donc on se retrouve tout à l'heure pour les questions du public. Et Erwan, oui, je voulais attaquer le deuxième tour de table en quelque sorte, qui concerne le recyclage, pour savoir ce que vous faites des matières des éoliennes que vous démontez. Donc si on parle concrètement du parc de l'Astour, qu'est-ce que vous avez fait des fondations, des tours, de la nacelle, les pales, etc. Alors, les anciennes fondations ont donc été intégralement retirées, puisque naturellement, le fait de réimplanter des éoliennes exactement au même endroit nous a conduit à retirer l'intégralité des fondations, sachant que au moment où on a fait les opérations, ce n'était pas quelque chose qui était obligatoire réglementairement.
Donc on l'a fait dans le cadre du remplacement et de manière générale. Je me permets de faire une incise là aussi pour être clair. C'est-à-dire que l'an dernier, un arrêté est passé qui oblige désormais les développeurs à retirer l'intégralité des fondations des éoliennes, ce qui n'était pas le cas auparavant. On pouvait se contenter de décaper 1 ou 2 mètres suivant les situations. Je vous laisse continuer. Oui, donc et de manière générale, en fait, on essaye quand c'est possible, on a l'objectif de retirer l'intégralité des fondations de nos éoliennes. Et donc ces fondations qui ont été retirées, elles ont été recyclées à 100%, puisqu'elles ont été réutilisées dans les pistes, dans les plateformes, concassées et donc ensuite réutilisées sur l'ensemble du parc. Ils ont été réutilisés sur le site en quelque sorte. Exactement. D'accord. Qu'avez-vous fait de l'acier, des machines, c'est-à-dire des éléments mécaniques? Oui, alors pour le mât, en fait, l'acier a été recyclé à 100%. Enfin, je pense que Ronan pourra expliquer plus en détail comment ça fonctionne, mais ça a été recyclé à 100% dans la filière classique de recyclage ferraille, le recyclage habituel. En tout cas, vous n'avez pas vendu les mâts. Est-ce que vous avez revendu des pièces? Les mâts n'ont pas été revendus, ils ont été à 100% recyclés. Et les nacelles, c'est-à-dire les machines plus le rotor? Ouais, alors les nacelles, effectivement, elles ont été revendues, transportées à plusieurs endroits. Elles ont été revendues en Occitanie et en Hongrie également, pour être réutilisées soit intégralement sous forme de nacelles complètes, soit sous forme de pièces détachées. D'accord. Donc, elles n'ont pas été recyclées, donc ne sont pas encore des déchets. Donc, on va… Exactement. on va passer… merci Erwan. Damien Bouli, je vais vous poser les mêmes questions. Qu'est-ce que vous avez fait des machines, des fondations, des tours et des nacelles? Oui, alors c'est assez simple pour nous, dans le sens où, après étude de différents scénarios, on a eu l'opportunité de leur offrir une seconde vie, c'est-à-dire que l'ensemble des éoliennes ont été vendues et seront réinstallées très prochainement sur 2 sites différents qui feront 2 parcs de 6 éoliennes en Espagne. Alors, pour rien vous cacher, le scénario de base, le premier scénario, c'était de garder ces éoliennes pour nous, pour Boralex, pour les réinstaller sur un de nos sites, qui est ancien également. Et finalement, on a eu cette opportunité-là. Elles ont été directement prises en charge depuis le site éolien en Ardèche par la société Sidis. Et elles sont actuellement donc en rénovation et elles seront réinstallées du coup sur deux sites différents. D'accord. Donc là aussi, il ne s'agit pas d'un recyclage, mais d'une revente. Vous avez aussi retiré l'intégralité des fondations. J'imagine que ça, c'était même obligatoire. Tout à fait, avec du coup séparation du béton et de l'acier. Donc le béton des massifs ont été recyclés par une entreprise locale pour être utilisé comme matière première pour des travaux de terrassement. Et l'acier en fonderie, classiquement. Merci. Ronan Germer, comment est-ce qu'on procède au démantèlement? On peut voir sur Internet des photos d'éoliennes qui sont, on va dire, le mât est bourré d'explosifs et elles tombent par terre. Est-ce que c'est comme ça que vous procédez ou bien vous êtes un peu plus précautionneux avec les machines? Non, alors en effet, sur tous les démantèlements qu'on fait, et je pense que c'est ce qui a été fait aussi sur les précédents parcs, c'est démonté à l'aide de grues. Je pense que la partie explosif, j'ai vu aussi cette vidéo, mais je pense que c'est soit un prototype ou voilà, ça se fait assez bien les démonter. Et puis la réglementation aussi est stricte là-dessus, donc on s'amuse pas avec de l'explosif, en tout cas en France. Alors, si on reprend les grands flux de matériaux d'une éolienne, qu'est-ce que vous faites, vous, des matériaux que vous prenez en charge?
Alors, je pense que sur la partie fondation, ça a été évoqué précédemment. Hein, les fondations, c'est facile, c'est concassé, c'est réutilisé pour du terrassement ou autre. Ensuite, je remonte sur le mât, c'est de l'acier, donc lui, il est en général redécoupé sur place pour être au format transport, et ensuite envoyé donc en aciérie pour être refondu et refaire de l'acier. Pareil on va retrouver les câbles. Hein, les câbles sont broyés. On va venir séparer le cuivre du plastique et ça repart dans le circuit. Du moins pour le cuivre, ça repart dans le circuit fonderie pour faire de nouveau du cuivre. Et pareil, si je remonte sur la nacelle, tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, ça c'est principalement de l'acier et puis un petit peu de cuivre. Donc pareil, c'est broyé et puis on arrive à les recycler sans trop de problèmes. Et puis après, on arrive sur le rotor avec les pales et le hub, où là, le hub, c'est de l'acier, donc pas de sujet non plus. Et sur les pales, on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, effectivement, on va dédier un moment aux pales puisque c'est le sujet problématique en matière de recyclage, donc on en parle dans quelques minutes. Merci Ronan. Je me retourne vers Sébastien Duchesne pour reparler du coup du marché qui vous intéresse, le marché de l'occasion. À qui est-ce que vous achetez et dans quel pays vous revendez? Alors, il faut savoir que c'est un marché quand même qui reste assez naissant en France. D'ailleurs, je souligne que le parc de l'Astour, c'est My Winparts qui a racheté CN43 et qui effectivement sont partis une partie en Espagne pour pièces de rechange et en Hongrie dans l'État pour permettre à l'exploitant local d'avoir de la pièce de rechange. Donc le marché il s'organise aujourd'hui en Europe sur les pays, en Allemagne ou en Espagne, il y a quand même une quinzaine d'avance sur nous. C'est essentiellement via des brokers. Donc, c'est-à-dire que vous avez des sites dédiés en ligne sur lesquels vous allez retrouver des machines d'occasion. Nous, notre objectif, en tout cas My Winparts, c'est d'offrir plus qu'une marketplace finalement, c'est vraiment d'accompagner le client de la phase du démantèlement avec des partenaires dédiés, des experts aussi, puisqu'il nous faut des experts pour valoriser au mieux l'éolienne. Plus on aura de la documentation, plus la machine aura été bien entretenue et plus à la fin, on pourra proposer une enveloppe d'achat aux clients importante et du coup réduire au maximum les frais de démantèlement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner nos clients sur toute la chaîne de valeur pour revendre ces éoliennes d'occasion, soit en pièces de rechange, soit complètes en Europe, à l'étranger, enfin Afrique, il y a un marché en Afrique, et en France pour l'instant uniquement en pièces de rechange. En fait, on est dans la phase de structuration de la filière. On est là pour créer une nouvelle activité face à une problématique qui n'était pas présente il y a quelques années. On structure. Est-ce que vous faites comme les concessionnaires auto, vous réparez les machines, vous les remettez en état avant de les revendre? Alors oui, effectivement, notre objectif, en tout cas, c'est alors le cas de l'Astour n'est pas un bon exemple, mais notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de reconditionner, en tout cas, la ligne d'armes, donc les composants principaux, à minima pour recertifier et obtenir des garanties. C'est là notre positionnement, notre différenciation par rapport aux brokers qu'on retrouve un peu. D'accord, donc oui, c'est pas une éolienne qu'on rachète et qu'on revend sans y intervenir. Non. L'idée, c'est vraiment d'en faire une machine qui soit fiable dans le temps. C'est quand même une machine de seconde main. On a des engagements. On a une image aussi. Donc, on reste professionnel et l'idée, c'est vraiment de reconditionner ces composants pour avoir une garantie. Est-ce qu'une éolienne d'occasion devrait coûter moins cher? Est-ce que le prix du kilowattheure qui en sort est plus bas? Alors, oui. Effectivement, une éolienne d'occasion, alors je ne sais pas, mais en tout cas, dans les faits, jusqu'à maintenant, elle est moins chère. Quant à la question du kilowatt, c'est une question très compliquée. Aujourd'hui, ça va dépendre du prix de vente, de la réglementation en place.
Ça dépend du nombre de machines, du prix du raccordement, de l'acheminement des composants, hein, qui est assez lourd dans le business plan. Donc, c'est assez compliqué de répondre précisément comme question. C'est comme Vous ne voulez pas nous donner une fourchette de prix, c'est ça? non. Enfin, sincèrement, c'est plus une question qui est relatif, des développeurs. Hein. Là, cette question est plus pour nos amis développeurs. Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de chaque parc éolien, les frais de démantèlement, le coût des démantèlements, c'est un peu la même réponse. Ça va dépendre vraiment du parc en lui-même. Et puis, encore une fois, ce qui compte, ce qui fait le prix, finalement, c'est le productible. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va maintenant s'intéresser aux pales pour savoir quelles sont les voies qui sont identifiées pour le recyclage de ces pales dont on dit quels sont les déchets problématiques des éoliennes. Donc, Erwan Sauvegrain de Total Energy, je me retourne vers vous. Donc, on a vu le parc de l'Astour, c'était pas forcément la solution l'exemple le plus emblématique pour ce qui est du recyclage des pales. Mais est-ce que vous diriez, vous avez d'autres projets en cours? Est-ce que vous avez identifié des voies de recyclage des pales? Est-ce que vous diriez qu'une filière se met en place en France? Alors, sur le parc de l'Astour, il y a une chose à signaler, c'est tout de même que une des pales a été récupérée par une société qui s'appelle Ecotech Ceram et qui l'a donc à Perpignan. Et donc pour faire des tests justement de recyclage et de valorisation dans son process. Donc c'est une des preuves qu'on cherche, qu'on essaye de trouver des solutions pour le recyclage. Pardon, en quoi consiste le process en question? C'était son process interne de fonctionnement de la société. Il y avait pas de. Mais vous savez pas ce qu'ils font de la pale? Non, j'ai pas les éléments là, mais bon, en tout cas, c'est ce que je voulais surtout dire, c'est que la filière est engagée en réflexion avec des programmes européens, de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire des pales, comment on les recycle. Les turbiniers sont aussi évidemment très engagés dans cette démarche-là. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été très médiatisé, je dirais principalement à cause d'une photo qui a circulé sur Internet où on voyait des pales enfouies aux États-Unis. Comme on l'a dit, c'est pas du tout c'est pas du tout les pratiques qui se font en Europe. Et de manière générale, l'ensemble de la profession est engagé pour trouver des solutions de recyclage. Vous n'avez pas enfoui vos pales jusqu'ici, en France? Donc non, nous n'avons pas enfoui nos pales. Donc on a fait plusieurs chantiers de démantèlement et de repowering et aucun n'a conduit à un enfouissement de pales. Combien de parcs vous démantelez par an actuellement? Alors, on a terminé un chantier en 2020. Actuellement, on a 3 chantiers de démantèlement en cours. Donc, on a aussi pas mal de projets en Outre-mer dont on n'a pas trop parlé ici, mais voilà, on a pas mal d'activités de repowering en Outre-mer. Et on en a un autre programmé l'année prochaine en France métropolitaine. Et finalement, les objectifs de Total Energy sont assez élevés en termes de développement et de mise en service de parcs éoliens, hein, puisque l'objectif c'est d'atteindre 35 gigawatts à l'horizon 2025. Et le repowering, le démantèlement puis le repowering de nos parcs fait vraiment partie de cette contribution, de cette stratégie pour l'atteinte de nos objectifs. Merci beaucoup. Damien Bouli, même question pour vous. Est-ce que vous enfouissez vos pales en France ou ailleurs d'ailleurs?
Alors, la question est simple, la réponse est simple également. Déjà, en revenant sur le code de l'environnement, aujourd'hui, on doit d'abord prévoir une réutilisation, puis le recyclage. À défaut, le valoriser, donc y compris d'un point de vue énergétique. Donc ça, c'est la hiérarchisation de ce qu'on doit faire des déchets selon la loi. Tout à fait. Et le dernier lieu, donc, c'est l'élimination mise à décharge qu'on a vu, donc, qui serait plus possible à partir de 2022. Donc, on ne l'a pas fait, bien évidemment, pour Change. Je pense qu'il y a un point on n'a pas du coup mis en décharge. C'est pas un point à souligner tout de même, c'est que des pales, ça se rénove bien également. On va dire comme on peut le faire sur une coque de bateau, et ça, on le fait de façon quotidienne. En phase d'exploitation et de maintenance de nos machines. Donc, c'est des matériaux à base de résine qui sont placés sur les pales avec un ponçage. Donc, en tout cas, pour celles qui ont été démontées de notre parc éolien de Charmonge, donc c'est bien une réfection des pales pour une réutilisation sur les sites en Espagne, comme souligné. Et pour d'autres projets, est-ce que vous avez identifié des voies d'évacuation des pales qui ne pourraient pas être réutilisées? Alors, je pense à l'architecte qui nous a posé une question tout à l'heure. En effet, des sociétés qui sont intéressées également pour l'utilisation des pales pour du mobilier urbain. Donc, on avait été sollicité dans ce cadre-là. Et puis après, donc les deux autres scénarios qu'on avait nous envisagés, donc c'était vraiment la réutilisation, réparation des pales pour l'utilisation de nos propres besoins. Boralex ayant plus d'un gigawatt de parc éolien en production en France actuellement. Et puis après, le broyage pour une valorisation énergétique. Donc ça, c'est le cas, on va dire. De quoi s'agit-il? Pardon? De quoi s'agit-il? Du broyage pour une valorisation énergétique? Alors, c'est pour utiliser, on va dire, les pales comme combustible solide de récupération. D'accord. Pour la chaleur ou de l'électricité. D'accord. Donc, à la manière des déchets ménagers qui sont brûlés pour produire de l'énergie ou de la chaleur, c'est ça? C'est ça. Ronan Germer, que représentent les pales en termes de tonnage à recycler par rapport au reste d'une éolienne? Alors, les pales, c'est quelques pourcents, hein, on parle entre 5 et 8% sur une poids d'éolienne sans les fondations. Donc, si on englobe aussi le poids des fondations, ça dégringole en dessous du 1%. Donc, en termes de poids, c'est sûr que c'est négligeable. Après, c'est quand même non négligeable en termes de volume. Et, elles sont légères par nature, effectivement, donc en poids, ça ne représente pas grand-chose. Mais elles ont l'air d'être encombrantes pour recycler. Est-ce que c'est ce que vous diriez, ou est-ce que des filières de recyclage se mettent en place? Alors, comme on l'a dit précédemment, la filière est en train de se mettre en place. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de parcs qui se démantèlent, donc il n'y a pas beaucoup de volume non plus. Donc voilà, on travaille à la fois en France et en Europe pour apporter des solutions et pour construire la filière et apporter des solutions pérennes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les volumes, il n'y a pas non plus l'industrie du recyclage qui se met en place, c'est ça? Exactement. C'est très compliqué, s'il n'y a pas de volume, de mettre en place un site qui ne va pas pouvoir traiter ces pales. Et concrètement, quand vous avez des pales à recycler, non plus à revendre, comment vous procédez sur le site? Comment sont traitées les pales? Alors, tout à fait. Comme on l'a dit précédemment, la première option, c'est si les pales sont en bon état, on traite notamment avec MyWinParts pour regarder le schéma de revente. Dans le cas où c'est pas possible, ni la revente ni la réparation, nous, sur le site, étant donné qu'elles sont très encombrantes, hein, les plus petites font 20 mètres, les plus grandes pour le terrestre, aujourd'hui, on est aux alentours de 70 mètres. On passe même à 100 mètres, 120 mètres là-dessus, peut-être les gestionnaires de parcs sont plus au fait que moi. Mais en tout cas, sur ce qu'on voit arriver sur les vieux parcs, on est sur une tendance de 20, 40, 60 mètres. Donc là-dessus, la première chose, c'est de les découper, puisqu'il faut les mettre au format transport pour pouvoir les évacuer sur les sites de traitement. Alors, ça génère de la poussière. Est-ce que vous protégez la découpe pour éviter la poussière?
Tout à fait. Ça, c'est, j'allais dire, c'est un peu du bon sens, hein. Et puis, lorsqu'on est sur des sites en pleine nature comme ça, on se doit de les protéger. Et puis, parfois, on est sur des sites Natura 2000 ou des choses comme ça. Donc, la question se pose pas. Donc, le process est que dans tous les cas, on a soit un confinement local, soit on utilise de l'eau pour piéger les poussières. Est-ce que c'est obligatoire ça ou c'est au bon vouloir de Suez ou des autres intervenants? Alors je dirais que c'est pas obligatoire. C'est pour respecter la réglementation, oui, on se doit quand même de mettre en place les éléments pour protéger l'environnement. Parce que on a un site qui est propre, il doit rester propre. C'est des sites qui sont soumis à ICPE, donc oui. Alors en Allemagne, où les éoliennes sont un peu plus anciennes, on a dit, hein, les premières ont été construites surtout dans les années 90, donc il y a déjà des filières de recyclage qui se sont mises en place, et une était évoquée par Damien Boulis, c'est la valorisation énergétique dans les cimenteries en particulier, où elles servent à la fois de combustible et puis aussi elles servent aussi de matière, puisque les cendres comportent de la silice et entrent dans la composition du ciment. Est-ce que c'est cette voie qui est étudiée aussi en France? Alors, on étudie cette voie. On a pris contact avec des cimentiers pour voir un petit peu leur cahier des charges. Et on s'aperçoit que en fait, le cahier des charges est très, très précis. Il leur faut une recette avec quelque chose de constant. Il ne faut pas n'importe quoi, c'est ça? Exactement. Pas n'importe quoi dans une cimenterie. Et surtout, il faut un volume constant. Donc, on retombe sur la problématique de volume actuellement, où on ne peut pas mettre encore ça en place parce qu'on n'a pas les volumes en face. Alors, quelles sont les voies qui vous semblent les plus prometteuses? Est-ce que c'est celle-là ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y en a d'autres. Nous, on travaille avec différentes sites pilotes. Aujourd'hui plutôt à l'étranger, puisque certains pays sont, comme on l'a dit précédemment, un peu plus en avance sur nous sur les démantèlements. Et là, on est plutôt sur des solutions alors il y a le broyage on broie et puis ensuite on vient ajouter un liant et on régénère une pièce plastique, notamment un thermodure. Il y a une autre solution qui est la pyrolyse solvolyse, donc on va venir chauffer la matière pour venir séparer la résine de la fibre. La résine va servir dans le process de solvolyse de comburant, elle va alimenter en fait ce processus-là, et on va récupérer du coup une fibre qui va permettre d'avoir une deuxième vie, alors avec des contraintes mécaniques différentes, donc plutôt sur des choses non structurantes, de l'isolation ou des choses comme ça. Merci. Oui, ceci dit, les composites qui composent les pales ne sont pas exceptionnels et sont largement utilisés dans d'autres industries. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, dans le nautisme notamment ou dans l'aéronautique, est-ce qu'il n'y a pas déjà des voies d'évacuation de ces matériaux composites qui existent? Alors tout à fait. On travaille avec les autres secteurs, notamment le nautisme, l'aéronautique et l'automobile, pour voir un peu les synergies qu'on pourrait avoir, mais voilà, on n'a pas tous les mêmes. Nos composites sont différents entre l'éolien, le bateau, etc. Donc on n'a pas non plus les mêmes volumes, les mêmes localisations. Donc voilà, il y a plusieurs contraintes, mais c'est sûr que ça permettrait d'avoir plus rapidement aussi du volume en fait, si on massifie avec les autres secteurs. D'accord, donc là aussi, une affaire à suivre. Mais c'est étonnant tout de même que vu l'importance des composites dans les autres secteurs, ces filières ne soient pas déjà établies. Alors, si je peux me permettre aussi, il y a une démarche aussi d'éco-conception qui est en place pour les nouvelles pales qui sont en train d'être conçues, qu'elles soient recyclables. Donc, je participe au projet Zebra. L'idée, c'est de concevoir une pale qui pourrait être 100% recyclable. Effectivement, mais du coup, ce sera celle qu'on démantèlera dans 40 ans. Dans 15 ans, on n'y est pas encore. Sébastien Duchesne, le recyclage des pales n'est pas forcément... le recyclage des pales n'est pas forcément automatique. Vous auriez un commentaire bref à faire sur la question des pales? Non, pas particulièrement. Effectivement, on travaille aussi avec des partenaires qui broient ces matériaux
composite pour en refaire du mobilier urbain, comme l'a précisé Ronan, des piquets de pieds de vigne également. Enfin, il y a plein de gens créatifs autour de ça, mais malheureusement, on n'a pas encore une filière entre guillemets industrielle pour générer les volumes à venir. On parle de volumes assez conséquents d'ici 2025. Où il va y avoir entre 800 gigas et 800 mégas et 1 giga d'éoliennes à traiter. Donc, ça fait quand même 500 à 600 éoliennes à partir de 2025 qui vont être démantelées, ou en tout cas qui seront soumis à un repowering potentiel. Donc, on est en 2021, on a encore 4 ans devant nous. Il faut créer absolument cette culture. Merci. À ce stade, j'aimerais lancer un sondage pour savoir si le public qui nous regarde considère que les éoliennes sont faits de matériaux qui sont préoccupants en fin de vie. Donc, vous allez là avoir un sondage qui s'affiche sous la visionneuse, sous l'écran. Donc, si vous êtes en mode plein écran, veuillez en sortir pour voir le sondage qui va s'afficher et dont on donnera les résultats dans quelques minutes après la deuxième prise de questions du public. Donc cette fois, je me tourne vers Venita. Est-ce que nous avons des questions sur le recyclage à proprement parler des éoliennes? Alors, il y a des questions sur le recyclage, mais il y a aussi des questions importantes sur le démantèlement. Donc, allons-y. Alors, y a-t-il des différences de coûts significatives entre le coût du démantèlement qui est prévu initialement et le coût réel? La somme de 50 000 € par turbine qui est prévue pour le démantèlement couvre-t-elle tous les frais pour un parc construit accessible actuellement? Et dernière question, est-il plus intéressant de revendre l'éolienne plutôt que la revente des matériaux pour le recyclage? Alors, qui veut commencer sur ces 3 questions? Le coût du démantèlement est-il celui qui sera réalisé en quelque sorte? Erwan Sauvegrain ou Damien Bouly, c'est peut-être pour vous? Ou Ronan d'ailleurs. Oui, alors je vais commencer, mais on l'a dit plusieurs fois, le coût est variable en fonction de la localisation, du type de machine, etc. Donc c'est assez difficile de donner des généralités et de tirer de donner des chiffres moyennés. Globalement, moi ce que je constate, c'est que oui, ce qu'on a prévu correspond à peu de choses près à ce qu'on réalise. Ça dépend énormément de la façon dont on arrive à valoriser et à revaloriser les éléments. Et donc effectivement, quand on a la possibilité de revendre une éolienne utilisable, c'est effectivement plus intéressant que de la recycler dans des filières. Est-ce que c'est plus avantageux de la vendre en pièces détachées ou entières? Peut-être Sébastien peut. Sébastien? Alors, c'est clair que nous, dans notre proposition d'achat, clairement, on se base sur le minimum qui est qu'est-ce que le client peut en retirer en recyclant complètement sa machine. Ça, c'est le prix mini. Après, en fonction de l'état de la machine, plus l'état est propre, impeccable, plus effectivement, on va faire une proposition de rachat beaucoup plus intéressante et par conséquent réduire au maximum les frais de démantèlement. Pour répondre à la question en pièces détachées, en machine complète, nous, c'est une évaluation qu'on fait bien souvent. On va partir du rachat complet de la machine et puis en fonction de l'état et en fonction des discussions qu'on peut avoir avec nos partenaires, dont Ronan, on va peut-être plus se positionner uniquement sur le rachat de nacelle et des pales pour, au final, que le client ait le moins d'impact financier à gérer dans son démantèlement. Merci. Damien Bouly, est-ce que la provision prévue réglementairement est suffisante pour couvrir les coûts du démantèlement? Alors, je ne vais pas vous faire la même réponse que tout à l'heure, du coup, mais je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, en effet, c'est en fonction de la solution, les coûts seront complètement différents. Alors déjà, entre les coûts prévus et les coûts réels,
il y a toujours des fluctuations, forcément, quand on prend 15 à 20 ans, plutôt un démantèlement de provisions qu'on le réalise. Mais un site éolien, quand il est en fin d'exploitation, ce qui en fait sa valeur aussi, c'est le fait de la qualité du site et de pouvoir refaire un projet sur ce même site. Donc, il n'y a pas de modèle. Donc, je peux pas répondre précisément à cette question, mais l'évaluation qui a été faite avec des coûts réels moyennés sur différentes solutions. Elle vient d'être évaluée. Comme vous devez le savoir, aujourd'hui, on parle de 50 000 € par éolienne de 2 mégawatts et 10 000 € par mégawatt supplémentaire qui sont prévus par la réglementation. Mais voilà, je peux pas en tout cas en dire plus en termes de chiffres. Merci. Venita, est-ce qu'on a d'autres questions sur le recyclage peut-être? Un auditeur sur la REP ne devrait-elle pas obliger tous les acteurs de l'éolien à faire mieux aujourd'hui? Et pour Sébastien Duchesne, la vente d'occasion de pales aux pays étrangers, quelle est la durée de vie de ces pales? Est-ce qu'en fin de vie, qui sera en charge de les valoriser? J'ai aussi quelqu'un qui a demandé si combien de temps durait la durée de vie des éoliennes une fois qu'elles étaient revendues en Espagne. Voilà. Alors, j'ai pas bien compris la première question. La première question, c'est la REP ne devrait-elle pas obliger tous les acteurs de l'éolien à faire mieux aujourd'hui? D'accord, la responsabilité élargie des producteurs, c'est ça? Ah, ben ça doit être ça, oui. D'accord. Donc, est-ce que la REP est-ce qu'il y a une REP déjà en place? C'est ça la question. Devrait-elle obliger les producteurs et qui? Les fabricants ou les développeurs? Quelqu'un veut répondre? Personne ne veut répondre à la question. Est-ce qu'il y a une responsabilité élargie du producteur? Non, a priori. Est-ce qu'on peut faire mieux pour aussi… Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que les exploitants, les fabricants peuvent faire mieux pour faciliter le démantèlement et le recyclage? Bon, Ronan, vous l'avez évoqué, il y a des recherches qui sont faites pour des pales 100% recyclables, donc il y a des choses qui se passent sur les déchets problématiques comme les pales. Est-ce que ça concerne d'autres sujets? Alors, je pense que, voilà, comme on l'a dit précédemment, tout le reste de l'éolienne se recycle très bien. Pour les 5% restants qui concernent la pale, voilà, on travaille ardemment sur ces solutions-là. Il y a aussi sur les nouvelles générations d'éoliennes, il y a des aimants permanents. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui se focalisent là-dessus. Mais ça représente en termes de tonnage, c'est encore moindre que les pales. Donc non, je dirais qu'aujourd'hui, quand même, une éolienne se recycle très très bien. Donc, un dernier mot, peut-être une réponse de Sébastien sur les deux questions posées par Venita. Et ce sera le mot de la fin parce qu'on a déjà dépassé notre timing. Donc, quelle est la durée de vie des machines installées en Espagne? Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les machines de seconde main, y compris les pales, peuvent encore, si c'est bien entretenu, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être réparé presque indéfiniment, et ça se fait très bien, la réparation composite. Donc, on peut encore, sur ces machines de seconde main, aller dans 15 à 20 ans. Ce qui nous permettra d'ici là d'avoir une filière qui soit performante, industrialisée et en capacité de recycler ces pales. D'accord. La dernière question qu'on n'a pas traitée, Venita, c'était celle du coût encore. Tu peux nous la répéter, s'il te plaît? La deuxième question. Qui sera en charge de la valorisation une fois qu'elles sont revendues? Si c'est revendu en Espagne, ça ne concerne plus la France, en fait, pour la valorisation. Ah oui, non, voilà. Qu'est-ce qui se passe des déchets en fin de vie, fin de vie, une fois qu'elles ont… Quelle est effectivement, il y a une transfert du propriété au moment où on vend l'éolienne en Espagne, hein, pour prendre cet exemple. Maintenant, je reviens à ce que je viens de dire, hein, ça nous laisse 15-20 ans devant nous pour structurer cette filière et gérer le traitement de ces composites. Donc d'ici là, une industrie aura peut-être vu le jour. Oui. Et on saura effectivement valoriser éventuellement ces déchets-là.
Voilà, et puis encore une fois, aujourd'hui, il y a des éoliennes, des V27, des machines qui ont 20, 30 ans, 30, 35 ans, 40 ans, avec des pales qui sont encore en service et qui fonctionnent très bien. Donc, Merci beaucoup. J'aimerais qu'on affiche le résultat du sondage que nous avons lancé tout à l'heure pour savoir un peu ce que le public, comment le public considère les déchets, les composants des éoliennes plutôt. Ils ne sont pas forcément des déchets justement. Ils sont préoccupants pour 25% des gens, peu préoccupants pour 47,2% des gens, je ne sais pas pour 11,2% des gens, et pas du tout préoccupant pour 17% du public qui nous a regardé ce matin. Merci d'avoir répondu à tous. Je remercie également évidemment nos intervenants. Merci à tous les quatre de nous avoir apporté votre expérience et vos retours d'expérience surtout sur le sujet. Merci à Vinita et Roxane qui vont nous quitter. Et puis, rendez-vous à tous dans le prochain atelier qui commence à 11h30 où on va parler cette fois de stockage d'énergie renouvelable, un autre sujet qui est souvent polémique dans les échanges qu'on peut voir sur les médias sociaux ou la télévision. Voilà. Merci à tous encore et à très vite sur un autre canal.